Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouveau épisode du podcast quotidien MLS is back sur Culture Soccer. Donc votre hôte après une journée de repos, ça a fait du bien. Donc Adi Raphaël qui est toujours là. Et aujourd'hui, je reçois les deux membres du podcast Lopo Avendano. Pour ceux qui connaissent pas, Lopo Avendano, c'est un des premiers podcasts sur le soccer au Québec. Et j'ai le plaisir de recevoir Alec et Fred. Salut les amis, ça va bien? Salut Adi, ça va être ça? Ouais, ça va Alec, merci beaucoup. Et toi Fred? Salut Adi, ça va super bien. Écoute, merci de nous recevoir. On va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. Ben oui, on va faire notre mieux. En tout cas, on va parler de ces deux matchs qui se sont déroulés hier. Et puis c'est ça le but, hein, c'est de parler de ces matchs-là. Et aussi, on parle, comme je vous ai dit, de l'actualité de la MLS. L'actualité de la MLS, en premier, c'est cette rumeur qui a été... rumeur, c'est d'habitude quand ça sort sur The Athletic, c'est plus trop une rumeur. Mais c'est la rumeur d'un retour au jeu en saison régulière au mois d'août. Est-ce que, je sais pas, si un de vous deux veut expliquer cette rumeur-là et donner son avis par rapport à ça? J'avais vu le truc passer. Vas-y Fred, vas-y. Non. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on envisage vraiment un retour. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà prévu et qu'on a probablement fait les appels dans les différentes villes / provinces et ou États. Donc, je trouve que d'aller de l'avant avec un plan pour finir une saison, on parle de plus ou moins 18 matchs, si je me rappelle bien. La seule bémol, c'est qu'on sait qu'au début, les équipes canadiennes vont devoir jouer entre elles. Je pense pas que pour l'instant, c'est à l'avantage de l'Impact. En tout cas, qu'est-ce qui est à l'avantage de l'Impact pour maintenant, hein, Alec? Ouais, en fait, si on pouvait jouer que contre Vancouver, peut-être, ce serait cool. Mais non, en fait, c'est assez bizarre. Honnêtement, quand j'ai vu que c'est les équipes canadiennes, ça va faire bizarre, mais en même temps, c'est assez logique. Là. On s'entend qu'il y a quand même une pandémie, que ça touche très, très fortement les États-Unis. Donc oui, c'est logique. Et comme a dit Fred, en fait, ma première réaction avant de lire peut-être un peu plus les détails, même si j'attends que ça soit quand même officiel, je me suis dit, bon, au moins, il y a un plan, au moins, on va revoir la saison. Moi, honnêtement, j'avais peur avec les nouvelles des États-Unis, le fait que la santé publique au Canada n'a pas l'air de vouloir permettre le sport professionnel sans le fameux 14 jours d'isolation aussi. Donc, ça, c'est un peu encourageant. Ouais. C'est sûr. Ouais, vas-y, Fred. Non, puis, 18 matchs, je pense que ça fait du sens. Ce serait la rumeur. Puis, en plus, là, l'Impact avec les 9 positions par conférence aurait peut-être une chance de faire les séries. Donc, ça, c'est bien. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se tourner quand les équipes vont pouvoir jouer à l'extérieur de leur pays. Mais je pense que c'est la bonne formule dans le contexte. Puis, ça va faire des séries. Ouais, exact. Je pense que c'est la bonne formule. Et juste pour l'expliquer un peu, cette formule-là, donc on l'a dit un peu, mais je vais donner un peu les dates et ainsi de suite. Donc, il y aurait 6 matchs qui seraient joués jusqu'au 13 septembre, quelque chose qui devrait reprendre, la Ligue devrait reprendre le 22 août. Les 6 matchs, donc les équipes américaines joueront entre elles, les équipes canadiennes, vu qu'elles peuvent pas aller aux États-Unis, joueront entre elles. Puis après, du 16 septembre au 8 novembre, il y aura 12 matchs par équipe, donc portant à 23 le nombre total de matchs par équipe, en comptant bien évidemment les 3 matchs de la phase de groupe et les 2 matchs joués avant la période du COVID-19. Et de plus, il faut pas oublier que Dallas et Frenchie Nash, j'avais dit. Frenchie Nash, c'est le nom Twitter de la franchise Nashville en français. Mais Nashville, Dallas vont jouer 3 matchs les uns contre les autres pour pouvoir rattraper le retard à cause de leur non-qualification. Donc, assez intéressant. C'est cool qu'il y ait un plan. Nous, on n'est pas habitués au plan à Montréal, n'est-ce pas les amis? C'est les plans sur 5 ans d'habitude ici. Les plans sur 5 ans, ouais. Exact. Comment tu vois ça, Adi, le fait que, là, les équipes qui vont se rendre un peu plus tard en série vont, dans le tournoi actuel, en fait, c'est pas les séries, mais dans le tournoi actuel, vont avoir un gap moins important. Mais tu sais, l'Impact, c'est pratiquement là, un mois possible entre le dernier vrai match et le prochain. Est-ce que tu trouves que c'est un peu trop?
Bah écoute, je pense que maintenant, avec la période actuelle, la pandémie actuelle, il y a pas de bon plan. Hein. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Et d'un autre côté, bah, si l'Impact voulait avoir plus de temps de jeu, bah, ils auraient dû gagner. Ouais. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Donc, écoute, on en parlera plus tard, mais c'est leur problème, non? Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est peut-être un peu trop, mais d'un autre côté, je pense que pour les équipes qui ont eu du mal à performer dans de ce tournoi-là, ben, ils vont avoir c'est ce mois-là, ils vont l'avoir à s'entraîner, à changer certaines choses pour pouvoir venir avec beaucoup plus de certitude au retour de la saison régulière. T'en penses quoi, toi, Alec? Je suis d'accord. En fait, même, j'ai la phrase que Thierry Henry a dit hier, qu'ils étaient très en retard sur la préparation physique comparé aux autres équipes. Et évidemment, dans le tournoi, je pense qu'au début, ça semblait être un manque de motivation, mais je me demande s'ils sont simplement moins en forme que les autres. Et c'est assez grave. Et justement, là, ils ont le temps de peut-être reprendre ce retard-là et, comme tu as dit, retrouver quelques certitudes. Parfait, parfait. Ben voilà donc pour l'actualité au sein de la MLS. On va commencer directement par les matchs. On va déjà commencer par le premier match qui s'est joué hier à 8h le soir ici au Québec. Donc pour vous, ceux qui nous écoutent, qui sont en France, ben, c'était à 2h du matin, heure française. Il y avait un match entre Orlando et Montréal. On vous avait donné, moi et Antoine, lors du dernier épisode, nos prédictions par rapport à ça. Les amis, commençons par Fred. Pour toi, avant de voir le match, c'était quoi ta prédiction dans ce match-là? Tu t'attendais à quoi de ce duel entre Orlando et Montréal? J'ai vu les 3 matchs d'Orlando, puis on voyait vraiment une équipe qui, honnêtement, était plus performante que mes attentes en début de saison. Vraiment, j'aime ce que leur nouvel entraîneur apporte. J'aime l'apport de Nani vraiment dans les 3 premiers matchs a été décisif. Puis moi, ce qui m'inquiétait, puis moi et Alec, on en a parlé un peu, c'est je pensais que l'Impact était capable de tenir défensivement, mais marquer un but, c'est ça qui me faisait peur. Puis ça a été compliqué depuis le début du tournoi. C'est des pénaltys ou sinon des buts un peu étranges. Donc, moi, c'était vraiment ça. Mes attentes étaient mitigées. Je pensais qu'on était pour être capable de peut-être se sauver avec un 1-0. Malheureusement, c'est pas ça que c'est produit. Parfait. Et toi, Alec, tu t'attendais à quoi? Avant le match, je m'attendais à un peu ce qu'on a vu. Un peu peut-être quand tu as regardé Orlando, ils ont fait exactement le match qu'ils ont fait tout le tournoi et l'Impact a fait exactement le match qu'ils ont fait tout le tournoi aussi. Donc, moi, je pensais qu'Orlando allait nous dominer. Moi, je pensais qu'elle allait même marquer plus. Je m'attendais un 3-1, un 3-0, un truc comme ça. J'y voyais juste une ou deux coches au-dessus. Et surtout, en fait, je pense qu'Orlando, c'est dans les quelques matchs que j'ai vus, c'est l'équipe qui m'a plus impressionné dans l'agressivité et la forme physique. Et je me suis dit que pour les matchs, en plus il fait chaud là-bas, l'Impact n'a pas l'air en forme, je me suis dit ça va faire la différence contre nous, puis on va avoir beaucoup de difficultés à les tenir pendant 90 minutes. Ouais, effectivement, c'était ce que j'avais dit aussi. Moi aussi, je m'attendais à une défaite de 3-0, 3-1. En fait, j'avais même sur le board de notre ami Pops, j'avais dit 3-1 à Orlando. Donc voilà, c'était ma prédiction. Bon, finalement, c'était une défaite de 1-0, mais je sais pas, j'ai comme eu l'impression qu'on a perdu par beaucoup plus de buts que ça. Mais bon, on en reviendra, on en reparlera un peu plus tard. On commence d'habitude sur ce podcast, je pense que vous connaissez la formule, mais on commence d'habitude par les 11 de départ. Donc, je vais nommer les 11 de départ, puis après, je vais vous demander votre avis sur ces deux 11-là. Donc, on commence du côté de Orlando City. Pedro Gallese dans les buts, Juan à droite, Antonio Carlos, Robin Jensen en défense centrale, Joao Moutinho à gauche. Dans un 4-2-3-1, les deux milieux de terrain, c'est Jackson Mendes et Oriol Rosell. Les 3 milieux offensifs, on a à droite qui avait Chris Muller, en numéro 10, Mauricio Pereira et à gauche, Nani. Et en pointe, Techo Akindele. Du côté de l'Impact, on avait Clément Diop dans les buts, Zachary Broguillard, Rod Fanny, Louis Binks et Corrales à gauche. Dans une sorte de 4-3-3, on avait au milieu de terrain Victor Wanyama, Safir Taider et Samuel Piet. Et devant, les 3 devant, on avait Orji Okonkwo à gauche, Orji Okonkwo à droite, Romel Kyoto à gauche et Boyan en pointe. Alec, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux 11? Celui d'Orlando, c'est là que je me suis... En fait, avant le match et pendant le match, le côté Moutinho-Nani, honnêtement, un petit régal à avoir joué.
Et même Pereira en 10, Müller à droite, je me suis dit, ouais, ça va être difficile. Et effectivement, c'était difficile. Ils ont des joueurs assez dangereux, un 11, même quand tu regardes plus séduisant que je pensais même. Et côté de l'impact, c'est content de voir Okonkwo titulaire. Bref, après on en parlera, mais il m'avait un peu manqué. Il avait l'air un petit peu plus en forme. Boyan en 9, je voulais le voir en 9 tant qu'à le voir ailier gauche ou ailier droit parce qu'il apporte absolument rien. Mais moi, c'est vraiment Spieth en relayeur droit. Même contre DC, même au début en genre de latéral relayeur droit, que pour moi, c'est le gros point d'interrogation et je comprends. C'est le poste que je comprends le moins, en fait. C'est la position qui me laisse le plus sceptique. Parfait. Et toi, Fred? Pour le 11, un de mes coups de cœur depuis le début de la saison, c'est vraiment Pereira. Je trouve que c'est vraiment un joueur MLS. Je me rappelle il y a quelques années, quand Seattle avait fait venir Nicolas Lodero, je m'étais dit dans ma tête c'était le genre de joueur qui est parfait pour la MLS. Et le résultat cette année-là, c'est qu'il a fait une remontée spectaculaire pour finalement remporter la Coupe. Et je pense qu'un Pereira peut avoir cet effet-là sur cette équipe. On voit que c'est vraiment un joueur dominant et j'aime comment justement l'entraîneur l'utilise. J'aime aussi les alliés. Muller, je le trouve intéressant cette année. L'an passé, je pense que c'était sa saison recrue. C'était coup-ci, coup-ça. Mais là, on voit que c'est un joueur en confiance. Déjà 4 buts depuis le début de la saison. Puis, moi, ce qui m'étonne, c'est la performance, honnêtement, de Moutinho dans ce match-là. Je l'ai trouvé bon. C'est un joueur que je trouve généralement très mauvais. Mais dans ce match-là, honnêtement, on lui a laissé vraiment tout l'espace. Puis, généralement, Orlando fait jouer Junior, j'oublie son nom. Urso, exactement. Ouais. C'est un joueur que j'avais trouvé intéressant dans les premiers matchs. Il n'était pas disponible de ce qu'on peut voir. Mais sinon, un 11 intéressant de Scott Pereira. Puis Montréal, on dirait qu'on est encore dans la phase des essais. Je pense qu'on va s'attarder un peu plus tard, mais pour moi, il y a 100 000 points d'interrogation. Puis, encore une fois, on a eu de la misère à marquer des buts. Je pense que le 11 était une tentative. On a eu des ajustements pendant le match, mais le résultat n'est pas encore là. Parfait, ouais, écoute, je suis un peu d'accord avec vous pour les deux. Donc, juste pour le dire, du côté d'Orlando, c'était la formation habituelle en sachant que Urso est blessé et Dwyer est blessé. Donc, on a eu Akindele qui est le remplaçant de Dwyer et Mendez qui est le remplaçant d'Urso. Urso, quand même, c'est pas un joueur qui a tout cassé dans sa carrière. Il a quand même 31 ans maintenant, mais il est tellement bon dans ce 4-2-3-1 à côté de l'ancien Barcelonais Oriol Rezel. Je pense que Alec t'en en parlé, mais pour ceux qui ne savent pas, Alec a un podcast sur le Barça. Oriol Rosel qui a quand même fait un bon match hier, mais on en parlera un peu plus tard. Du côté de l'Impact, comme vous l'avez dit, les amis, je pense que c'est encore des essais. Pourtant, et ça je vais en parler plus tard, pourtant il y avait pour moi quelques convictions que j'aurais aimé revoir, que je n'ai pas vues. Et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus un peu plus tard. Mais sinon, dans le 11, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a choqué ou vraiment surpris du côté de Montréal? Pas vraiment. On n'a pas trouvé un Evan Bush en tant qu'attaquant, par exemple. Mais bon, non, pour revenir au plus sérieux, il n'y a pas eu de grosses surprises, je trouve, dans le 11, même si je n'aurais pas pris les mêmes choix, moi, personnellement. Passons aux clés du match. Donc, j'aimerais que vous me parliez un peu du déroulement de ce match-là. Donc, ça a commencé déjà, si vous vous rappelez, 5 minutes où c'était quand même les 5 premières minutes, c'était assez équilibré. On sentait qu'on se testait un peu à droite et à gauche. Puis là, la domination d'Orlando a vraiment pris un nouvel élan avec une énorme domination sur une vingtaine de minutes où je pense que l'Impact aurait pu encaisser 3 ou 4 buts juste dans les 20 premières minutes. T'en penses quoi, Alec? Je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai regardé le match, puis après, je pense que justement dans ces 15, 20, 25 minutes-là, je me suis dit 3-4 fois, une chance qu'Orlando, ils font des mauvais choix. Je pense qu'une chance que devant, ça l'a craqué beaucoup parce que, comme tu as dit, ça aurait pu être 2, 3, 4-0 déjà en partant. Nani s'amusait, il jouait entre nos lignes, il brisait nos lignes avec des talonnades, avec une touche à regarder. On était très, très passifs et honnêtement,
je pense que quand Orlando a décidé de passer aux transitions rapides, d'accélérer et surtout de nous presser, après la sortie du gardien, quand on devait se tourner et faire la transition défense-attaque, qui est le plus gros défaut de l'Impact actuellement. Là, ils nous ont tués. Ils ont coupé l'eau à la source. On n'avait plus la balle, en fait. Les seules fois qu'on avait la balle, c'était pour s'en débarrasser parce que la pression était trop haute. Et à ce moment-là, je pense que le match est fini, en fait. Je pense qu'il n'y a plus de match au moment où tu n'as plus le contrôle de la balle. Parfait. Fred? Ouais, ben, t'en as parlé d'après moi, le point fort vraiment d'Orlando qui aurait pu marquer plusieurs buts, c'était vraiment entre la 5e et plus ou moins la 25e minute. Je pense que les consignes d'Oscar Pareja à ce moment-là, c'était vraiment d'exploiter le côté gauche, le côté de Nani, donc défensivement, le côté de Zachary Bruguière. Je me rappelle, là, dès que Russell avait le ballon, levait la tête, faisait une passe longue vers le joueur qui s'était déplacé de ce côté-là. On a vu Müller à quelques occasions partir de la gauche et piquer vers le centre. Aurait pu être décisif à quelques moments. Puis justement, comme Alex, tu l'as mentionné, a peut-être fait les mauvais choix à certaines occasions. Pour moi, ça allait trop vite du côté gauche. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, à mon avis, que Rod Fanny a été sorti. Je pense qu'il a mal paru de son côté et Zach aussi, mais l'ajustement de Thierry Henry faisait en sorte qu'on devait conserver Zachary Bruguière pour exploiter l'aile, ce qu'on n'a, à mon avis, jamais été capable. Puis quand Moutinho a l'air d'un Marcelo, c'est que vraiment, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est une belle préparation de Oscar Pareja, la faiblesse de l'Impact de Montréal et exploiter le côté gauche au Mexique. Parfait. Ben écoute, les deux, vous avez fait un très très bon résumé de déjà cette première mi-temps, hein, parce que la première mi-temps c'était vraiment horrible pour tout fan de l'Impact de Montréal. Pour les fans d'Orlando, je pense que c'était horrible aussi parce que il aurait dû avoir un bon 3 buts. Je me rappelle, tu as parlé de la talonnade de Nani où c'est arrivé à Mauricio Pereira qui malheureusement sur son mauvais mauvais pied, donc il a vraiment tiré bien au-dessus. Il n'était pas en équilibre parce qu'il tombe en tirant. Là, tu vois qu'il ne s'attendait pas à ce que ça passe. Exact. Et puis après, tu as une nouvelle occasion avec Mendez qui rate, avec un centre en retrait, Mendez qui rate le ballon. Il aurait pu la mettre vraiment, il était complètement tout seul. Juste après, devant un but complètement vide, Muller rate le ballon. Vraiment vide. Diop était même plus là. Donc, on est encore à la 22e minute. Hein. Donc, déjà à 22 minutes, on vous parle de 3 occasions énormes pour Orlando. Ça, c'est pas les petites occasions à droite et à gauche qui auraient pu aussi mieux finir. Hein. Donc, quand même assez intéressant. Mais j'aimerais parler un peu, tu as parlé un peu de Piette un peu plus tôt, Alec. Pas spécialement dans cette première mi-temps, mais dans tout le match, je vais pas dire qu'il était bon, mais j'ai vu du mieux de la part de Samuel Piette. Juste le fait que dans ses courses, ça avait l'air plus logique. On le voyait dans la surface. Il a eu 2-3 fois, il a créé quelque chose, des situations intéressantes devant. Il a même failli marquer avec sa tête. C'est le seul tir cadré de l'Impact de Montréal, par exemple, dans ce match-là. C'est sur une tête de Piette qui a failli trouver le fond des filets. J'aimerais avoir votre avis à tous les deux sur la performance de Samuel Piette dans ce poste de numéro 8. Je vais pas dire qu'il était extraordinaire, mais je l'ai trouvé quand même pas mauvais. Ouais, il y avait du mieux, certainement. Après, tu vois qu'il s'habituait à sa place, un peu comme on avait dit avec Frère Olopa-Vendano. C'est difficile de dire que Piette faisait des mauvais matchs parce qu'il faisait le mieux qu'il pouvait faire, en fait, à chaque fois. C'est juste que des fois, il n'y a pas les caractéristiques pour certains postes, certains rôles, certains contextes. Et je pense que ça s'est vu aussi. Malheureusement, ces défauts ont été exposés. Pourtant, en 6, on ne les voit pas, ces défauts-là. En relayeur, on les voit. Mais effectivement, hier, c'était mieux. Après, je trouve que, tu l'as mentionné, la chance de Pereira, la chance de tout dans l'axe, c'est tout dans le point de penalty entre le milieu et la défense. Et Piette, défensivement, il est toujours là. Wanyama ne l'était pas. Et c'est pour ça que j'aime voir Piette là. Et balle au pied, Piette, j'ai encore un petit peu de la difficulté. Les transitions, malheureusement, quand on sortait la balle côté Broguillard, et Broguillard devait sortir avec Piette et Okwanko devant lui, la balle sortait jamais. Que ce soit Okwanko ou Piette, on n'arrivait pas à revenir chercher la balle, la sortir. Côté gauche, ça sortait plus avec Taider, avec Kyoto, mais côté Piette, ça sortait pas. Et je pense que c'est ça, enfin, le problème de mettre Piette. Ce côté-là, c'est que ça bloque nos transitions. On n'arrive pas à sortir balle au pied de ce côté-là. Et Piette, c'est pas le plus créatif, donc c'est très, très prévisible devant. Et je pense qu'on bloque ses atouts, en fait. Parfait, Fred?
Ben, c'est un joueur dans le contexte actuel que, honnêtement, là, c'est très polémique la façon qu'on interprète ses performances. J'ai autant vu que c'était un match référence pour lui et j'ai vu d'autres commentaires à l'opposé. J'avoue avoir un peu de misère à me positionner dans une position claire. Est-ce que ça a bien été ou pas? C'est quand même lui qui a le seul tir cadré de l'Impact, donc il faut quand même lui donner ça. Après, je trouve que Sam, c'est un joueur qui est excessivement propre en relance courte. Et quand il doit pas, quand il n'y a pas besoin d'imagination, qu'il doit juste lever la tête, regarder le joueur libre, je trouve que c'est son rôle parfait. Là, on lui demande quand même de faire d'avoir un peu de créativité. Puis je pense qu'avec Orji, c'est impossible d'en avoir. Là. Ouais. Faut juste lancer dans la profondeur et espérer qu'il batte le défenseur de vitesse. Fait que je trouve que c'est un bon match. Je pense qu'il a fait le plus qu'il pouvait faire avec le contexte actuel et les joueurs qu'il y a autour de lui. Par contre, je me questionnais, surtout là, je pense à peu près à la 70e minute, je trouvais qu'il manquait un peu d'énergie. Je fais référence à un tweet qu'Éric Chenot a fait, puis je trouve que c'est exactement ça. Ça prend quoi à ce moment-là dans le match pour faire entrer un Manciel, par exemple? Là, je me pose la question. Ouais, j'avoue que Maciel aurait apporté peut-être un peu plus de peps au milieu de terrain, en tout cas dans ce qui est circulation du ballon. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Tu as complètement raison. Après, bon, je pense que Mwanyama aussi a pas fait un bon match hier, donc ça a pas aidé. Ça a pas aidé du tout. Mais revenons un peu du côté d'Orlando. J'aimerais qu'on parle un peu de la performance de Mendes parce que Mendes, pour moi, c'est pas la première fois que je le voyais jouer avec Orlando. Et puis bon, pour moi, il a toujours été très bof. Vraiment pas excellent, très, très quelconque. Par contre, hier, on dirait que, je sais pas, man, il a mangé quelque chose qui lui a donné des super pouvoirs parce qu'il était partout. Il était partout hier. Je sais pas ce que vous avez pensé de sa performance à côté de l'ex-Barcelonais Oriol Rosell. Ces deux milieux de terrain-là, dans le 4-2-3-1, je pense que c'était un peu la clé du match du côté d'Orlando, non? Ouais, tactiquement bien positionné les deux. Je pense que Mendes avait pour mission de couper nos transitions les plus vite possible. Une des seules fois qu'Okonkwo est passé, Mendes est allé faire la faute directe. Très intelligent dans ses fautes tactiques, par contre. C'est vraiment le gars qui est là pour la sale job, j'ai l'impression, et il l'a fait bien. Et la complémentarité avec Russell est intéressante. Russell est beaucoup plus simple, beaucoup plus propre aussi. Et ouais, c'est un milieu de terrain lent pour supporter Pereira, Müller, Nani devant, pour peut-être les laisser libres, peut-être pour faire un petit peu plus les chiens derrière eux. C'était super intéressant. C'était un beau bouclier, en fait. On leur a pas donné trop de travail non plus. Mais honnêtement, est-ce qu'on a vu Taider énormément? Pas trop. Est-ce qu'on a vu Piet ou Wanyama? Et c'est en grande partie grâce à eux aussi. Hein. Parfait. Fred, tu peux ajouter ce que tu as ajouté par rapport à ça? Ouais, ben t'as raison. Et même pour moi, j'ai regardé le match à TVA Sport. On s'est mis Fred et Vincent. Honnêtement, Fred, au début, Mendes, c'était le joueur qui était vraiment impliqué dans toutes les actions positives d'Orlando. Et honnêtement, c'est comme tu as mentionné, Adi, c'est pas un joueur qui habituellement nous habitue à des performances de la sorte. C'est clairement son meilleur match depuis le début de la saison. Puis surtout, je l'ai trouvé propre. J'ai trouvé que son pourcentage de réussite dans ses idées, c'était excessivement positif comparativement à l'habitude. Je trouve que c'est un joueur que parfois, ses capacités techniques le laissent tomber, mais que le physique peut l'aider à compenser. Puis dans ce match-là, il a vraiment profité de l'espace laissé par Wanyama. Il était toujours dans le trou. Puis ça a été un bon match pour lui. Pour ma part, clairement, le joueur du match du côté d'Orlando. Parfait. Et parlons finalement, on est revenu en deuxième mi-temps dans ce match-là, et puis Thierry Henry a fait des changements. Il est revenu avec sa défense à 3, avec Raitala qui a remplacé Okonkwo qui a fait une première mi-temps et en fait un tournoi mais vraiment dégueulasse. Donc on a eu Jukka Raitala qui est venu dans cette défense à 3, puis on a vu du mieux du côté de l'Impact de Montréal pendant quelques minutes. Puis c'est à chaque fois que ça arrive, quand on a une équipe qui domine, puis qu'il y a un peu de mieux de l'autre équipe, c'est à ce moment-là qu'il y a un but qui est encaissé. Hein. Donc là, il y a eu le but qui rentre pour Tesho Nkindele. Parlez-moi un peu de ces premières 15 minutes.
où on voit qui arrive au but de Akindele. Puis j'aimerais bien avoir aussi votre avis par rapport au but en tant que tel. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la faute à 100% de Rod Fanny. Puis moi, c'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord du tout. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus en parlant du but et en parlant de ces 15 premières minutes-là et le changement de tactique de Thierry Henry. Je sais pas qui veut commencer. Vous choisissez. Je vais aller. Super. Donc, ouais, en fait, Thierry Henry nous habitue à tout chambouler à la mi-temps. Au début, on était comme, ouais, c'est cool, Pep, il fait ça aussi, mais finalement, on se rend compte qu'est-ce qui répare ses erreurs de la première mi-temps. Donc, finalement, je trouve que ça devient presque inquiétant. Mais au moins, il s'ajuste, au moins, il fait les changements nécessaires et à sa défense, souvent, ça porte des fruits. Donc, oui, c'était un peu mieux. Est-ce que c'était le temps qu'Orlando s'ajuste? Est-ce qu'Oscar Pareja fasse ses changements aussi de son côté? Peut-être. J'ai vu l'impact moins pire plus que mieux, j'ai l'impression. Et oui, Eddie a dit évidemment, le but arrive après, évidemment sur une erreur individuelle. Est-ce que c'est l'erreur de Fanny? Je pense que oui, mais pas uniquement Fanny. Je pense que Diop, en fait, Fanny avait aucune idée que Diop était sorti. Diop était comme en mi-sortie aussi. Je pense que c'était une erreur de communication, point. Je pense que Diop doit parler. Fanny doit toujours savoir son gardien est où, surtout s'il sort. Mais pour moi, c'est une erreur de communication, mais je veux dire, une passe de la pointe des pieds en retrait vers ton gardien à ce moment-là, c'est très, très risqué et on l'a payé cash. Fred? Ouais, ben justement, Henry a encore essayé de changer la dynamique du match avec une défense à 3 et 2 latéraux qui doivent monter. J'ai vraiment pas aimé l'apport de ce match-là lorsqu'on est passé à 5. Je crois que c'est vraiment devenu un problème. Je pense qu'on peut y revenir, mais Raitala n'est pas capable d'amener, disons, une relance intéressante pour permettre à un Corrales d'exploiter le couloir. Je trouve que ça manque beaucoup. Puis vraiment, pour le but, personnellement, je pense que c'est une erreur, pour moi, seulement du gardien. Dans ce cas-ci, on fait souvent référence à de la communication. Là, il n'y a pas d'enjeu. C'est 2 personnes qui parlent français. Donc, déjà là, on a déjà vu dans le passé Bush parler à quelqu'un dans une autre langue, c'était compliqué. Là, il n'y a pas cet enjeu-là. Puis, qu'est-ce que Diop a fait comme sortie? Ça, je ne la comprends pas. Honnêtement, il y a 3 sorties dans ce match-là que je m'interroge sur Diop. Honnêtement, je l'ai trouvé, je ne sais pas si c'est la nervosité, mais après, par ses qualités athlétiques, réussit toujours à sauver les meubles, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, là, en début de match, il sort, puis finalement, en plus, c'est Mendes, je pense qu'il lui tire directement dessus. Mais sinon, c'est but. Pour moi, Fanny, c'est un jeu de routine, mais Diop n'avait pas d'affaire où il était. Et comme vous le savez, lorsqu'on fait une passe en retrait, généralement, on essaie de faire une passe à côté du but. Je pense que c'est ce que peut-être Fanny a essayé de faire. Mais moi, je me questionne sur la sortie de Diop. Ben écoute, moi j'ai une vision un peu différente de vous deux en fait de cette section-là. Ben déjà, j'aimerais préciser à nos éditeurs que juste avant, il y avait eu un but refusé pour un hors-jeu qui est pour moi très 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 limite, très limite. Bon, c'est un hors-jeu. Vous allez me dire, c'est soit hors-jeu, soit pas hors-jeu. Oui, il est hors-jeu, mais genre, je pense que mais moi aussi, je pense que c'est un hors-jeu. Ben, c'est un hors-jeu parce qu'il y a genre vraiment genre. Son orteil. Mais c'est même pas un orteil, genre le bout de l'ongle de son orteil. Ouais. Mais vous pensez pas qu'ils ont considéré le bras hors-jeu? Moi, on dirait que c'est le bras, mais le bras n'est pas un endroit avec lequel il peut marquer un but. Donc, c'est vraiment. Vous pensez que c'est l'orteil qu'ils ont considéré? Si, en fait, le bras, c'est je pense que c'est le torse. Moi, je pense que c'est le torse, très sincèrement. Okay. Mais c'est vraiment, vraiment très, très, très limite. Ouais. Bref, heureusement pour Orlando et les fans d'Orlando que finalement il y a eu justice quelque part après. Mais j'ai lu la situation d'une autre façon. Si vous regardez, moi j'ai vu les grosses erreurs, ça a commencé au début de l'action. On voit Mendes qui donne sa passe à Pereira. Dès qu'il donne sa passe à Pereira, il fait sa course déjà en profondeur. Première erreur, Piet le laisse aller. Il le suit même pas. Juste après, Pereira donne la passe à Nani. Nani voit un autre appel de Mendes. Et Nani, là, il fait une déviation avec son pied droit en arrière. Puis là, Broguillard
encore une fois, il laisse passer Mendes complètement derrière lui. Puis là, Fanny, le pauvre, et pour moi, c'est là où je comprends pas pourquoi tout le monde descend Fanny. Parce que Fanny, il est complètement pris à revers parce qu'il a vu que Piet et Broguillard ont laissé Mendes s'avancer. Fanny se retourne et il a une chose à faire, c'est toucher le ballon. Lui, il touche le ballon du mieux qu'il peut et on le voit, il se déchire presque. Moi, sérieusement, ça m'étonnerait pas qu'il s'est blessé sur cette action-là. Il se déchire un peu, puis en plus, il y a l'erreur que Diop s'est avancé. On ne sait pas pourquoi, parce que Fanny est quand même là. Je comprends pas la sortie de Diop non plus. Donc, pour moi, l'erreur, elle vient beaucoup en petite partie de Piet et en grande partie de Zachary Broguillard sur ce but-là. Pour moi, c'est le fautif numéro 1, c'est Zachary Broguillard, parce que c'est pas normal que Mendes aille au but comme ça et qu'il le suive pas. C'est juste pas normal. Mais il a été aspiré clairement par Nani. Nani qui fait la déviation, qui change le jeu de direction. Je pense que les consignes, probablement, c'était de respecter au maximum Nani. Puis il s'est fait aspirer. C'est un moment pour moi. Ouais, peut-être. Ben, à ce moment-là, peut-être qu'il aurait dû avoir. Il était où, Wanyama, sur le jeu? Ça aussi? Marchait. Ben, il a été pris en compte par la passe de Pereira, mais il était un peu trop haut. Si jamais c'est lui qui joue la sentinelle, ben t'es trop haut, mon ami. Bon, bref, beaucoup d'erreurs sur ce but-là, je trouve, du côté de l'Impact de Montréal. Puis je trouve injuste de vraiment blâmer Fanny là-dessus, même s'il a une part d'erreur, bien évidemment. Mais je regardais sur les réseaux sociaux, puis tout le monde est vraiment sûr que c'est Fanny, c'est sa faute. Non, c'est pas sa faute. Ouais, c'était facile à pointer du doigt, mettons. Voilà, exact. On continue un peu dans ce match-là. Est-ce que vous vous attendiez à une sorte de révolution de la part de Montréal qui n'est jamais venue? Oui, surtout à la fin, surtout les 15 dernières minutes. Honnêtement, je comprends que l'autre équipe est meilleure, mais dans les 15 dernières minutes, tu peux pas les laisser jouer en une touche, avoir la possession, faire des talonnades, faire des roulettes, des passements de jambes tranquillement. Tu dois avoir une réaction, tu dois presser plus, tu dois, je sais pas, faire des fautes, essayer de récupérer la balle d'une certaine façon. Et j'ai l'impression que c'était un match pré-saison. C'était assez bon, on a donné ce qu'on devait donner et c'est tout. On perd, tant pis. J'ai pas aimé ça et c'est un peu à l'image de... Non, je vais pas faire de grosses accusations non plus, mais tu sais, un Thierry Henry sur le banc qui avait l'air un peu passif aussi. D'habitude, je le vois un peu plus mouvementé. Là, en fin de match, j'ai l'impression que lui aussi, il avait un peu baissé les bras, un peu comme les joueurs. Peut-être peut-être les joueurs n'ont plus de solution aussi. Orlando était super en forme aussi. Je pense que ça aussi, c'est un peu décourageant quand tu vois l'autre équipe te presser pendant 75 minutes. Et dans les 15 dernières minutes, ils ont encore du jus pour te presser et pour faire des appels sans arrêt. Mais j'aurais voulu un sursaut d'orgueil, un petit peu plus de caractère du côté Impact de Montréal. Parfait, Fred. Ouais, puis moi, justement, juste on s'attarde un peu sur Henry. Je l'ai trouvé très passif-agressif dans sa gestion de match. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a un hors-jeu qui est sifflé, puis il commence je pense que la télé l'a capté en disant j'ai rien d'autre à célébrer, donc c'est pour ça que j'applaudis. Là. Pour vrai, révolution, je me suis dit, quand Jackson est entré, peut-être qu'on avait une dynamique différente, ça aurait pu aider. La défense à 5, c'est une belle idée, mais je pense que dans le contexte actuel, Corrales ne peut rien donner, puis Zach, contre Nani, était trop concentré à essayer de le contenir. Je pense pas que l'Impact a ce qu'il a, disons, l'équipe, disons, en termes d'identité, de personnalité pour tirer de l'arrière et monter un match. On dirait que c'est tous les joueurs actuels là, qui pourraient nous en donner offensivement. C'est tous des joueurs qui sont dans un des pires moments de leur carrière niveau confiance. Boyan, pas de confiance. Okonkwo, aucune confiance. Lapalainen a l'air d'un joueur U18. Non, mais sans rigoler, offensivement, les gars ont pas l'air en confiance. Ils n'ont aucune idée. Non, c'est même pas un manque de talent. Je pense que c'est juste un manque de confiance. Parfait. J'aimerais revenir un peu sur la prestation d'Orlando. On parle un peu des deux équipes de manière équitable. Et j'aimerais revenir sur cette prestation-là. Et j'ai adoré le tweet de Matthew Doyle de la MLS qui a dit que Oscar Pareja, l'entraîneur d'Orlando, a réussi à transformer une équipe qui cherchait une identité sur 6 ans en une machine de guerre en 5 matchs. Et c'est exactement ça.
il y a beaucoup de monde qui vont me dire, ouais, ben, c'est peut-être parce qu'il a ramené les bons joueurs aux bonnes places. Ben, écoute, à part Mauricio Pereira, il n'y a pas eu grand-chose à amener du point de vue d'Orlando. On voit un 4-2-3-1, c'est un 11 de départ sur les 4 matchs, c'est presque le même 11 de départ, hormis les blessures, donc Urso et Dwyer. Mais chacun connaît son rôle, et même les remplaçants, quand ils rentrent, ils font une différence quelque part. On a vu Loera qui a fait une différence au début du tournoi, Schlegel qui fait une différence, Perea qui fait une différence, même Benji Michel, le jeune haïtien qui est rentré quelques fois et qui a fait des différences. Donc, je comprends pas pourquoi on voit Oscar Pareja être capable de changer son équipe de cette manière et pas Thierry Henry. Déjà, je sais pas ce que vous en pensez déjà du travail effectué par Oscar Pareja. C'était très impressionnant, moi, honnêtement. Orlando, c'est pas une équipe que je voyais trop souvent. Et là, honnêtement, dans ce tournoi, ils m'ont vraiment impressionné. Comme tu as dit, tu as vraiment l'impression qu'ils ont quelque chose en place, en fait. Tu as vraiment l'impression que tout ce qu'ils font, c'est cohérent, que même comment ils jouent, ça fait du sens. On a parlé des milieux Mendez, Russell en bouclier, des 3 créatifs devant. Tout, on dirait que fait du sens. Tout est bien planifié. Et je pense que Pareja, c'est ça, en fait, pour un coach, quand tu lui donnes un effectif balancé, surtout en MLS, tu vois la différence. Et Thierry Henry vient d'arriver. Il n'y a pas encore l'effectif que lui a demandé ou que lui a sélectionné avec Renard. Donc, peut-être pour comparer à Montréal, en fait, nous, on est vraiment plus dans le patch à chaque fois. On essaie de mettre un passement. Et Orlando, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment construit quelque chose. Et leur choix de joueur désigné, Nani, fantastique aussi. Donc, honnêtement, c'est juste plus haut que le coach même. Je pense qu'Orlando, c'est juste plus cohérent que l'Impact de Montréal en ce moment. Ouais, mais Pareja est quand même aussi arrivé en même temps que Thierry Henry, même plus tard. Il est arrivé au mois de décembre. Mais il a 6 ans d'expérience dans la Ligue, par contre. Ouais, aussi. C'est vrai. Aussi. Ça, pour moi, ça change tout. Puis, bon, Colorado, c'était une année, disons... Bon, Colorado, je pense que personne ne va aller coacher là-bas, mais on a vu ce qu'il a réussi à faire avec Dallas. Il a transformé une équipe qui se cherchait un peu, a réussi à faire monter des joueurs de l'académie pour devenir une équipe assez dominante. Là, on se rappelle, les morceaux d'Iaz, c'était vraiment beau à voir jouer. L'effectif d'Orlando, c'est un effectif où beaucoup de joueurs étaient, disons, dans une phase de leur carrière où c'était ça passe ou ça casse. Je pense que c'est des joueurs qui n'étaient pas nécessairement dans leur performance, nécessairement des niveaux d'équipe, disons, de la MLS. C'est une équipe défensivement, on se rappelle, il y a 2 ans, je pense que c'était la pire défensive. Donc, il y avait une marge de progression pour ces joueurs, je pense une marge de confiance. Puis c'est peut-être ça qui est capable d'instaurer dans un effectif, c'est de donner confiance aux joueurs actuels. Pour vrai, je pense que le plus gros impact, c'est Chris Mueller. Sa marge de progression était possible. Je pense qu'il lui a donné la confiance pour être capable d'aller la chercher. Après, il n'y a pas un effectif, à mon avis, top 5 MLS. Je pense que son 11 n'est pas si mal, mais après ça, moi, je le trouve faible. Contrairement à toi, dit, je trouve le reste des joueurs, c'est faible. Mais on va leur souhaiter que tout le monde. Parfait, excellent. Donc, écoute, une dernière question par rapport aux clés du match. Est-ce que vous pensez que, parce que bon, il y a eu cette victoire assez probante de la part d'Orlando City face à l'Impact, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu une façon et j'en ai parlé un peu plus tôt, pour moi, il y avait certaines convictions à tirer sur les 3 premiers matchs de l'Impact de Montréal. Est-ce que vous pensez que Thierry Henry s'est appuyé sur les meilleures convictions qu'il avait, ou est-ce que vous pensez que vraiment c'est comme si à chaque fois, moi j'ai comme l'impression qu'à chaque fois Thierry Henry arrive, puis il finit un match, il efface l'ardoise et il commence un nouveau match. Au lieu de tirer des enseignements. Après, bon, il a tiré un petit enseignement en commençant avec une défense à 4 cette fois-ci, mais sauf que j'ai comme l'impression qu'il y a plein de choses qu'il apprend pas d'un match à un autre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais vous donner mon avis plus tard, là, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ouais, j'ai un peu la même impression que toi. Même en commençant le tournoi, j'ai pas l'impression qu'on était dans une continuité, là, même si c'était difficile à instaurer, certes. Mais ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on dirait qu'il recommence un nouveau match avec des nouveaux paris à chaque fois, toujours risqué. Et ouais, tu sais, en même temps, j'ai l'impression que l'effectif qu'il y a eu et pas du tout dans les mêmes conditions et le même contexte que celui qu'on avait en début d'année. Tu sais, Léo Kwanko, on en a parlé, c'est pas du tout le même joueur. Là, on lui donne un Wanyama, il sait pas trop le mettre, j'ai l'impression.
Donc, ouais, je pense que c'était un peu bizarre pour lui. Et tu sais, Fred parlait, mettons, en comparaison de Pareja, les années d'expérience en MLS ou en coaching en général. Je Ben pense que oui. Ça aide. c'est là que ça apparaît aussi, là. Ouais. Et Fred, par rapport à Henry? Mais pour moi, j'ai hâte d'entendre ton point, mais pour moi, les seuls joueurs en qui j'ai confiance actuellement dans cet effectif, c'est des joueurs qui sont défensifs. Je trouve que Binks, c'est indiscutable. Ce jeune homme-là est, pour moi, à son âge, exceptionnel. Ouais. Dia, pour le moment, bon, c'est pas nécessairement fantastique, mais t'as quand même rassuré. C'est un gardien calibre MLS, je pense que ça va. Ouais. Wanyama, dans les autres matchs, avait été relativement bon, surtout au niveau des chiffres. Je pense un joueur qui avait apporté son apport. Mais les joueurs offensifs, j'aimerais t'entendre là-dessus. Pour moi, il y a zéro joueur pour moi qui est titulaire indiscutable. Peut-être Kyoto, mais Kyoto semble être touché un peu. Mais sinon, Ben, écoute, très sérieusement, je veux juste parler, je vais répondre à ta question, mais je veux juste parler un peu des convictions que j'ai vues, moi, sur les 3 premiers matchs de l'Impact de Montréal. Première conviction que j'ai vue, c'est que la défense à 5, ça marche pas. Donc, déjà, c'est bien, il a appris ça. La ça deuxième marche pas en chose, MLS. Ça marche pas en MLS. non, ça marche pas avec les joueurs qu'il a sous la main. Même pas, peut-être que ça peut marcher en MLS, mais sous la main maintenant, avec les joueurs qu'on a, on n'a pas les latéraux qu'il faut pour jouer en défense à 3. Donc, défense à 3 ou défense à 5, dépendamment de comment vous le voyez. Donc, ça, c'est ça. Deuxième chose, il y a une chose que j'ai remarqué, qu'offensivement, on a beaucoup de problèmes, oui, mais sauf que les 2 fois où ça a marché, où il y a eu quelques belles choses, quelques belles constructions, on a vu Kyoto en pointe. Ouais. Kyoto n'était pas en pointe. Boyan en pointe, ça marche pas. Okonkwo, première mi-temps contre New England, c'était de la merde. Puis là, de nouveau, il le remet. C'est pas mieux. Il a essayé, encore une fois, j'ai comme l'impression qu'il a réessayé exactement ce qu'il avait essayé contre New England, où il essayait de faire en sorte de se retrouver avec Okonkwo ou Boyan en 1 contre 1 quelque part, essayer de battre quelqu'un en dribble pour essayer de trouver quelque chose. Ça n'a pas marché la première fois, pourquoi ça a marché la deuxième? Contre une équipe encore mieux en place que New England, qui est Orlando. Donc ça, j'ai un peu de problème. Corrales, désolé, il n'y a pas le niveau. Et puis, Piet, je pense qu'on l'a appris. Piet est bon, est très bon en tant que numéro 6. Il est très moyen, voire même pas bon en tant que numéro 8. Donc, tu arrives à un moment, pour moi, c'est très simple. Ça saute aux yeux, et je pense que ça saute aux yeux de tout le monde. Tu mets Kyoto devant, tu mets tes 2 milieux qui vont être beaucoup plus des milieux, des attaquants intérieurs, comme on les appelle, donc des attaquants qui coupent vers le centre. Tu mets à ce moment-là Boyan et Urruti, et je pense que les seules fois où l'impact a été dangereux, c'est quand Boyan et Urruti jouaient derrière Kyoto. Et à ce moment-là, tu joues avec tes 3 milieux de terrain, Piet en numéro 6, Wanyama et Taider en tant que numéro 8. Puis les 4 défenseurs, c'est Broguillard, Rod Fanny, Louis Binks et Raitala. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'un latéral extrêmement offensif. Et Raitala, en tant que latéral gauche défensif, il fait très bien le travail. Pour moi, c'est ça que j'ai appris de ce tournoi-là. Votre avis là-dessus, avant de clôturer sur ce match-là? Ouais, j'aimerais bien voir ça, en fait. Ça serait intéressant, peut-être un petit peu de changement devant. Mais encore une fois, je pense que le problème, c'est quand tu as Taider, Piet et Wanyama comme 3 milieux, il faut que tu aies besoin de super ailiers, super créatifs, parce que ni Taider, ni Piet, ni Wanyama sont créatifs. Les 3, offensivement, t'apportent presque rien. Taider est celui qui apporte le plus, mais pas assez, selon moi. Pas assez pour avoir Piet et Wanyama à ses côtés, en fait. Il y aurait offensivement. Moi, ce que j'aimais mieux, offensivement, là, quand Boyan était en 10 derrière le 9 et par exemple, on mettrait Taider et Wanyama derrière lui, je pense qu'offensivement, ça donnerait plus d'options. Au moins, on aurait un couloir possible dans l'axe en plus des couloirs sur les ailes, parce que sinon, on devient beaucoup trop prévisible sur les ailes. Et comme vous l'avez dit, et comme on a pu remarquer assez vite, là, si le plan, c'est de jouer des 1 contre 1 avec nos ailiers, ben, les autres équipes ils vont accepter ce plan-là sans problème, parce qu'on n'a pas d'ailiers qui sont dangereux 1 contre 1. Pas du tout, et même pas Lapalainen est pas du tout dangereux en 1 contre 1. Fred? Personne. Ouais, je suis d'accord. Puis moi, contrairement à ce que tu disais, pour moi, Kyoto, je pense pas que c'est la solution à la pointe. Je pense que Kyoto doit s'appuyer sur un attaquant pivot. Je pense qu'une synergie pourrait être intéressante, possiblement avec Jackson Hamel, faute d'avoir d'autres joueurs qui peuvent vraiment être un neuf. Pour moi, Boyan, non. Boyan et Urruti, dans l'apport offensif, je comprends pas.
Je comprends pas pourquoi on essaie encore ça. Et tu as raison, chaque fois qu'on a eu des occasions offensives, c'est que Kyoto, généralement, était capable d'aller derrière les défenseurs. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre faisait une course pour attirer l'attention des défenseurs. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est ce que Tyler a réussi à faire. À l'opposé, pour moi, Tyler aussi, c'est le joueur qui ralentit le jeu en transition. Ouais. Je trouve que c'est le joueur qui pourrait être plus rapide en transmission de ballon, mais c'est faute d'avoir des courses. Donc après, c'est là que ça nous manque. C'est là qu'un joueur comme Lappalainen, quand il est arrivé à Montréal, aurait été super intéressant et qu'il était capable d'éliminer les défenseurs à un contre. Mais là, on n'a pas ça dans l'effectif, donc on perd les qualités de passe de Taider, on perd les qualités de passe de Wagner. Et devant, ben écoute, il n'y a pas de pivot, il n'y a aucune cible. Boyan, honnêtement, la job qu'il a fait, là, c'est toujours revenir, descendre sur le terrain, redonner au milieu de terrain pour faire une course et aller se perdre. Ouais, exact. Il n'avait pas vraiment de service. Donc, pour clôturer tout ça, j'aimerais que vous me donniez l'homme du match et le pire joueur du match. Je commence par toi, Alec. L'homme du match, moi, c'est Nani. Je l'ai adoré. Je pense que c'est le seul joueur qu'on n'a jamais réussi à bloquer. C'est le joueur qui a créé 2, 3, 4 occasions, souvent de rien. Donc, pour moi, c'était le joueur du match d'Orlando. Je pense qu'avec un Müller et un Akindele ou même un Pereira peut-être plus décisif, Nani pouvait finir avec 2-3 passes décisives. Donc pour moi, Nani, homme du match. Le moins bon, il y a quelques candidats côté Impact de Montréal, honnêtement. Je vais aller avec Corrales. Je pense qu'on est un peu sévère avec lui, dans le sens que c'est pas Marcelo non plus, il n'y a pas d'attente folle. Mais dans un système où les latéraux sont clairement utilisés, ils ont clairement des consignes d'amener le surnombre, de proposer le décalage, ou de simplement... Bon, après, il y a souvent eu le ballon aussi dans les pieds et je trouve qu'il amène absolument rien. Est-ce que c'est la faute à Thierry Henry? Je pense que oui. Tu peux pas non plus t'entêter avec quelqu'un qui n'a pas les caractéristiques pour le faire, mais même défensivement, je ne l'ai pas trouvé serein du tout. Müller s'est amusé avec lui. Donc, pour Corrales, côté Impact de Montréal, c'était le maillon faible. Fred? Pour Nani, pour les mêmes raisons, on ne va pas les répéter. Je pense qu'il est excessivement décisif dans ses prises de décision. Ouais. C'est ce que j'aime de ce joueur-là. On voit que physiquement, c'est plus le Nani des beaux jours, mais prend toujours, à mon avis, de très... du côté du joueur, pour moi, qui m'a le plus déçu, pour moi, c'est Diop. Diop aurait pu, par son comportement et ses sorties, aurait pu provoquer plusieurs buts du côté d'Orlando. Et malheureusement, le résultat c'est juste un but. Donc ça va, mais ça reste qu'il aurait pu nous mettre dans la merde à plusieurs occasions. Et je pense pas que c'est ça qu'on s'attend d'un gardien de but. Et c'est clair. Je sais pas si ça l'influe sur le comportement de ses défenseurs centraux pour le moment, s'ils ont perdu un peu de confiance, surtout quand il fait des sorties hasardeuses. Mais pour moi, j'ai pas aimé son match. C'est un bon point que Fred amène, je trouve. Hein. Si mettons Diop, c'est le plus... comment je pourrais dire, autoritaire dans ses sorties. Est-ce que le but arrive hier? Très sérieusement, moi je pense pas qu'il y arrive, mais d'un autre côté, tu vois Diop, il a fait un seul arrêt. Il y a eu juste 2 tirs cadrés de la part d'Orlando. Ouais. C'est juste quand même incroyable quand tu y penses. Mais oui, s'il a pas fait cette erreur-là, s'il est encore devant son but, ouais, non, je pense que le but arrive pas. Hein, oui, surtout mettons, si c'est Bush dans les vues, je sais pas si Fanny la donne de la même façon. C'est parce qu'on dirait que les défenseurs, ils savent jamais où Diop, ils savent jamais qu'est-ce qui se passe. Même l'occasion que tu parlais, Adi, là, où Müller rate un peu le filet ouvert. Ouais. Tout le monde essaie d'intercepter la balle, puis Diop, il plonge dans les pieds de ses défenseurs, mais il touche rien. Là, personne ne veut mettre le pied parce que le gardien, il va à la tête première. Fait que c'est un peu, effectivement, c'est un bon point que Fred amène. Je sais pas à quel point ça influe sur les défenseurs. Ouais, ben c'est sûr que ça influe les performances de ton gardien et la communication de ton gardien. C'est une chose qui est de loin mieux du côté de Diop, c'est qu'il communique au moins avec ses défenseurs, ce que Bush fait pas. Donc bref. Mais par contre, pour moi, j'aimerais juste donner, moi, mon meilleur joueur, pour moi, c'est Mendes. Jackson Mendes a été extraordinaire. J'ai adoré son match. Je pense que ça a été le facteur X dans ce match-là. Nani a été très bon, mais j'ai pas trouvé Nani meilleur que ce qu'il a déjà donné durant le tournoi. Il a toujours été bon. Non, par contre, Mendes a joué bien au-dessus de ce que j'ai vu, en tout cas. Et du côté...
Exact, exact. Et du côté de l'Impact, ben écoute, on a une ribambelle de choix pour le pire joueur, parce que je sais que vous essayez d'être gentil en disant celui qui m'a le plus déçu, celui qui était un peu pas meilleur. Moi, je dis le pire joueur du match. Pour moi, le pire joueur du match, ben, je suis d'accord avec Alec. Pour moi, c'est Corrales. Comme on a dit, on s'attendait pas de beaucoup de choses quand il a signé au club. Depuis, c'est notre titulaire. Et jusqu'à maintenant, je comprends pas pourquoi. Exactement. J'ai jamais Ça compris marche la pas. hype positive sur lui. Depuis Aucune le idée. début, je le balle au pied, je le trouve nul. Déjà à Chicago, il était nul. Donc, Ouais. voilà. Bon. Mais voilà pour ce match-là. Donc, on passe au prochain match entre l'Union de Philadelphie et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Une victoire de la Philadelphie sur le score de 1-0. Est-ce que c'est un résultat auquel vous vous attendiez, les amis? Je commence par Fred cette fois-ci. Personnellement, oui. On en a parlé un peu avant le début de l'émission. Pour moi, New England ne m'ont pas convaincu encore. Ils ont 3 joueurs désignés super intéressants, mais le reste, je trouve ça moyen. Et je trouve que Philadelphie, vraiment, cette année, ont un potentiel de faire quelque chose d'intéressant. Défensivement, c'est solide, surtout avec Andrew Blake qui est vraiment dans une forme splendide. Et je pense aussi que c'est probablement la saison de la dernière chance pour Jim Curtin, qui est l'entraîneur de Lyon, et je pense qu'il donne tout en ce moment. Je pense que dans ce match-là, depuis le début du tournoi, a été supérieur au Bruce Arena, qui d'ailleurs a pété les plombs. Ouais, ben comme d'habitude. Et toi, Alec, t'as pensé quoi? Tu pensais quoi de ce match-là avant qu'il commence? Mais moi, honnêtement, New England m'avait surpris contre l'Impact. Après, je me suis dit, bon, c'est l'Impact, donc je suis bon, ça va. Mais j'ai trouvé, en fait, Boo est tellement bon. Carles Hill, Ouais. même s'il n'a pas joué contre, même s'il s'est blessé, premier match, j'ai trouvé très, très bon. Donc, je me suis dit, là, en fait, ça a l'air assez solide, même si défensivement, je pense que depuis que je connais Fred, à chaque 2 phrases, il dit que Farrell est mauvais. Peu importe qui joue, peu importe qu'est-ce qui se passe, il me dit, ah, ce gars-là est tellement mauvais. Et effectivement, il est assez mauvais. Donc, je ne sais pas, New England, c'est quand même une petite surprise. Mais Philly, encore une fois, plus solide. Et bon, le milieu de terrain, ils ont tellement des bons joueurs. Donc, je sais pas, le 1-0, je m'attendais peut-être à plus de buts, honnêtement. Mais non, c'est assez logique. Je pense que le favori a gagné ce match-là. Ouais, ben écoute, moi je suis pas trop d'accord. Je m'attendais à beaucoup plus du Révolution. Après, je trouve que les Revs sans Carles Hill, c'est beaucoup plus difficile du côté, au niveau de la créativité. Donc, je pense que c'est une des grandes raisons. On dit que d'habitude c'est un collectif, une équipe de foot, et c'est très vrai, c'est un collectif. Par contre, quand tu as ton créateur numéro 1 qui est pas là, ben, ça devient un peu plus compliqué. Pourtant, Tajon Buchanan a pas été mauvais du tout, le jeune Canadien, mais on en parlera. Parlons de ces 11 de départ là. On commence par l'Union de Philadelphie. On avait Andrew Blake dans les buts, Raymond Gaddis à droite, en défense centrale, Jack Elliott, Mark McKenzie, à gauche, Kai Wagner. Au milieu de terrain, on avait toujours dans le fameux 4-4-2 diamant, donc les 3 milieux de terrain, c'était José Martinez en tant que numéro 6, Alejandro Bedoya, Jamiro Montero en tant que milieu centraux, devant la jeune pépite Brendan Aronson, et les 2 attaquants, Casper Prisbilko, Sergio Santos. Du côté de New England, on avait Matt Turner dans les buts, Brandon Bay à droite, Andrew Farrell et Antonio Delamea, Linar Delamea en défense centrale. À gauche, l'ancien de Manchester United, Alexander Butner. Dans un 4-2-3-1, on avait Zaibo Kellinroe en tant que milieu défensif. Et les 3 milieux offensifs, Tajon Buchanan, Gustavo Bou en tant que numéro 10, Christian Panilla à gauche. Et en attaque, le joueur désigné, Adam Buksa. Vos impressions sur ces 11 de départ? Alec, je commence par toi. Ben, un peu, bon, comme je disais tantôt, en fait, Jamiro Montero, c'est pas quelqu'un que je connaissais beaucoup. Après, j'ai bien aimé durant sa passe décisive, en fait, c'est un régal. Côté New England, Carles Hill, je pense que c'est ça je pensais qu'il allait faire le plus mal. Et évidemment, bon, c'est comme tu as dit, c'est un collectif, mais bon, un collectif, c'est surtout beaucoup d'individualité. Et quand on enlève une grosse, ben, effectivement, ça va faire mal à une équipe. Et c'est ce qui s'est passé, honnêtement. Peut-être il manquait cette étincelle, cette flamèche d'un joueur de talent comme lui. Et ouais, c'est un peu ça. Après, c'est pas de grosse surprise non plus dans les 11 partants. C'est vrai, pas beaucoup de surprises. Toi, de ton côté, Fred, est-ce que tu as quelque chose qui t'a surpris un peu plus qu'autre chose? Non, mais quand tu regardes les 11 partants, c'est sûr que si on joue à un jeu, on joue à FIFA, je pense que New England a quand même des excellents joueurs offensifs. Ouais. Pour moi,
t'aimes quand même bien Buchanan. Moi, je trouve que c'est un point faible. Gill dans l'effectif, je pense que le résultat est peut-être différent. Par du côté de Philadelphie, je pense que c'est un 11 parfait dans les circonstances pour jouer une équipe comme New England. Rien à dire. Puis, comme on en a parlé, pour moi, le point fort de lui, c'est vraiment leur milieu de terrain et leur défense. Puis, ça a payé dans ce match-là. Effectivement. Donc, moi, de mon côté, j'ai deux petites choses que j'aurais aimé voir du côté de Revolution. J'aime bien Buchanan, mais pas en tant que partant encore. Il est encore un peu trop jeune, trop fragile pour ça. J'aurais aimé le voir rentrer au milieu de match. J'aurais tellement donné la chance à Teal Bunbury, qui a déjà prouvé plusieurs fois qu'il est capable de mettre le ballon au fond, qui a déjà été bon pour un match à élimination directe. J'aurais plus donné la chance à Teal Bunbury en tant que titulaire. Ben, finalement, c'est lui qui est rentré à la 67e minute pour Buchanan. Par contre, la deuxième chose aussi, je comprends pas pourquoi encore on a eu Delamea de nouveau titulaire en défense centrale à la place de Henry Kessler, le jeune drafté qui a fait un excellent match lors du dernier match. Je l'ai trouvé de loin meilleur et qu'il a apporté de bien meilleures choses que Delamea. Une belle surprise de Henry Kessler, vraiment un joueur que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon en fait, fraîchement repêché. Donc ça c'est mon côté du 11 de départ. Par rapport aux clés du match, j'ai bien aimé ce match-là, mais comme d'habitude, on a vu exactement ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à voir un Philadelphia Union très dominant au milieu de terrain, ce qu'ils ont été, avec malheureusement un Brandon Harrison qui avait l'air un peu blessé selon moi, qui aurait pu être un peu meilleur. C'était pas un bon match. C'était pas excellent. C'était pas excellent pour lui. Et du côté de New England, on a vu que cette force de frappe-là, on l'a très peu vue. Buxa a eu quelques occasions qui étaient quand même assez intéressantes, mais Bou avait l'air, il a tenté sa chance comme il le fait assez souvent. Je pense qu'il a, il a 3 tirs au but, mais d'habitude, on le voit avec 6-7 tirs au but. On le voyait qu'il n'était pas à l'aise dans ce dispositif-là ou dans ce match-là. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez une idée par rapport à pourquoi Gustavo Bou a vraiment eu du mal dans ce match-là? Est-ce que pour vous, c'est le milieu de terrain de Philadelphie, par exemple, qu'il a un peu muselé? Oui, et l'absence de Carles Hill, selon moi, qui lui donnait peut-être beaucoup plus d'espace. Carles Hill, il va toucher beaucoup plus de balles, il va venir reculer. Tu as l'impression que c'est lui qui va peut-être briser les lignes presque à chaque fois qu'il touche la balle. Donc, il y a plus de l'attention. Et là, Bou peut peut-être justement aller prendre les espaces que Carles Hill lui laisse. Donc, peut-être que le fait qu'il n'est pas son compagnon, qu'il s'est peut-être donné à filer plus d'attention à Bou, et je le trouve moins créatif, en fait. Même lors de son match contre l'Impact, il ratait des trucs assez flagrants et les trucs compliqués, des fois, il réussissait. Tandis qu'encore une fois, un Carles Hill, lui, il va être plus constant. Donc, les joueurs qui sont peut-être plus inconstants, quand tu leur enlèves leur allié, je pense que c'est là que ça fait peut-être une petite différence. Ils ont toujours l'air un petit peu moins bons. C'est vrai, Fred? Ouais, puis pour moi, en termes de milieu de terrain, Montero est vraiment excellent. Je me rappelle, ça avait créé une polémique quand il avait fait venir à Philadelphie. On se demandait, c'est une grosse somme. C'était un peu étrange comme recrutement. Par contre, on voit vraiment qu'il est dominant. Je pense que c'est un joueur qui va avoir une carrière à la Alonso dans ses bons moments à Seattle. Je pense que c'est un joueur qui est capable de museler vraiment les équipes adverses. Puis en complément avec un Bedoya qui a beaucoup d'expérience, un Martinez aussi. Je trouve que c'est un milieu de terrain assez polyvalent, puis surtout qui est très, très bon défensivement. Ouais, effectivement. Par contre, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de ce milieu de terrain de Philadelphie. Vous en avez parlé un peu plus. Bedoya, Montero, qui est extraordinaire, Aronson, même s'il n'était pas très bon, mais aussi Martinez, Martinez qui est un peu le petit nouveau dans ce milieu de terrain-là. Pour tout le monde, moi en premier, je pensais que la perte de Haris Medunjanin au milieu de terrain allait être, qui est parti à Cincinnati, allait être, je m'attendais à ce que ce soit assez difficile parce que c'était lui qui jouait dans ce rôle de numéro 6. Et Martinez, pour moi, il a été extraordinaire hier en tant que sentinelle. Je ne le connaissais pas du tout, le Vénézuélien de 25 ans, mais quand même, c'est un bel apport à ce milieu de terrain, Fred. Ouais, mais tu me surprends parce que moi, je le trouvais pas intéressant. Je trouvais que c'est un joueur qui était lent, puis
un peu comme ce que Wanyama nous donne actuellement, mais Wanyama a vraiment le dessus sur tout le monde. Je trouve que pour eux, pour moi, ça les libérait et ça leur permettait de peut-être ajouter de la qualité à l'effectif. Puis c'est ce que je vois en Martinez, personnellement. Parfait, Alec, t'en penses quoi? Bon, je suis un peu d'accord avec vous, les gars. Je le connaissais pas non plus. Après, c'est le 6, j'ai envie de dire, typique d'Amérique du Sud, là, très, très dur sur l'homme, très physique. Mais après, comme Fred a comparé à Alonso, c'est une grosse comparaison. Après, c'est l'objectif, hein, je pense, qu'il devienne ce joueur-là. Et si ce joueur-là, en fait, qui est parfait à un Montero à côté, un gars qui va être plus meneur de jeu. Et ouais, c'est ce genre de 6-là aussi que toutes les équipes en MLS veulent avoir. Hein. Dans beaucoup d'équipes championnes, tu as un 6 qui a un peu ce profil-là. Ouais, effectivement. Bref, c'est quand même assez intéressant ce milieu de terrain, vraiment, qui a l'air vraiment d'être au-dessus de tout du côté de Philadelphie. Une autre chose aussi, c'est les prestations de Andre Blake. Pour moi, le meilleur gardien du tournoi. Ce joueur-là, il a été, je pense, meilleur gardien de l'année en 2017, si je me rappelle bien de l'année. Mais on l'a vu l'année passée, c'était pas trop ça. L'année d'avant aussi, c'était pas trop ça. Par contre, là, il retrouve sa forme d'antan, le gardien jamaïcain. C'est incroyable. Vos impressions sur ce gardien-là jamaïcain? Moi, j'adore. Moi, j'ai toujours aimé Blake. Je trouve, en fait, c'est un des meilleurs gardiens de la ligue, comme tu as dit. Que ce soit le réflexe, que ce soit la présence, j'ai toujours trouvé que ça. Effectivement, il a gagné, c'était le gardien de l'année en 2016 dans le All-Star en 2016 et 2019. Il a même gagné la Gold Cup avec la Jamaïque, hein, on l'oublie. C'est vrai. Il a gagné la Gold Cup avec la Jamaïque. Non, en fait, pardon, il a été 2 fois deuxième, en 2015 et en 2017. Non, il n'était pas là lorsqu'ils avaient gagné. Par contre, il a été meilleur gardien de la Gold Cup en 2017 aussi. Bref, un excellent joueur. Fred, quelque chose à ajouter sur ce joueur extraordinaire? C'est fou, hein, comme il est bon. Ouais, Blake, surtout quand l'Impact de Montréal, je le trouve toujours bon. Je trouve que c'est des matchs intéressants, un peu comme un Bill Hamid contre... Ouais, j'allais te le dire, Bill Hamid, c'est fou, Ces deux gardiens, pour moi, qui contre l'Impact, sont toujours très, très bons. Je pense que c'est des certitudes dans la Ligue qui vont... C'est des gardiens numéro 1. Je pense on peut s'obstiner là-dessus, mais je pense qu'on va toujours penser que c'est des certitudes. Je trouve que c'est toujours un gardien qui peut être dans la conversation d'un des meilleurs de la Ligue. Et pour le moment, il prouve qu'il est en forme, qu'il s'est bien préparé pour la reprise de la saison. 3 victoires consécutives, été décisif, puis clairement un des meilleurs joueurs, sinon. Parfait. Et puis après, dans ce match-là aussi, une chose qui est quand même assez bizarre, j'aimerais qu'on parle un peu de la prestation de Gustavo Bou, qui, depuis la saison, depuis qu'il est arrivé à New England, est un peu la sensation un peu du côté de New England. Mais sur ce match-là, il était un peu transparent. Est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui pourrait vraiment continuer à être constamment le gros danger du côté du Revolution, surtout avec quelqu'un comme Buxa devant, qui est quand même assez intéressant en tant que tour de contrôle? Est-ce que vous êtes... Vous attendez à une grosse saison régulière en 2020 pour Gustavo Bou? Moi, je m'y attends, oui. En fait, il est dominant et tu vois que c'est le genre de joueur qui marche bien en MLS. Donc, il n'y a pas trop de subtilité. Je pense que c'est un gars qui est assez direct, assez vertical, mais moi, je le trouve honnêtement super bon, assez rapidement même. Donc, oui, je le vois avoir une très grosse saison et en plus, avec une équipe qui a l'air... de monter en puissance. Donc oui, je pense qu'il va faire, je m'attends à une très bonne saison à lui. Je pense pas que ça va être, mettons, un MVP caliber player, mais il va être dans les gros joueurs. Là. Fred? Ouais, pour moi, ça va être c'est un candidat que s'il a son ami Gill à côté de lui, même Peña, pour vrai, lui fait du bien avec son côté physique et ses courses. Je pense que c'est un candidat facile à un 10 buts d'espace par saison en MLS. A 30 ans. Bon, c'est sûr que techniquement, physiquement, il lui reste peut-être encore 2-3 années à haut niveau. Je pense que ça peut être un joueur important et c'est surtout un joueur que New England avait vraiment besoin. On s'est longtemps penché sur des Agudelo, sur des Fagundes, mais là, je pense qu'il faut passer à autre chose. Puis c'est un super ajout pour cet effectif et cette équipe qui a enfin décidé de dépenser parce que ça faisait quelques années que ça faisait un peu dur à mon avis.
Ouais, ben, ça, quelques années, depuis 96, ça fait un peu dur. Mais non, bref, c'est pas vrai. Non, ils ont eu quand même deux, trois bonnes saisons. Ils sont arrivés en finale, mais n'empêche. Du côté de Philadelphie, parlons un peu de ce but. On sait que dans cette attaque-là, on avait beaucoup de mal à trouver le deuxième joueur dans le 4-4-2 diamant avec Prisvilko, qui est vraiment un peu le danger devant. Sergio Santos, depuis le début du tournoi, était pas très, très bon. Sauf que hier, sur ce but-là, mais quel but de la part de Sergio Santos. Je ne sais pas si un de vous deux veut bien expliquer le but, que ce soit du côté offensif de l'Union, mais aussi du côté défensif du Revolution, qui a un peu peut-être mal lu la trajectoire. Fred, je te laisse aller à expliquer ce but-là, parce que vraiment, c'est un but de toute beauté, mais avec une petite erreur du côté du Revolution. Ouais, ben à mon avis, pour moi, c'est ça le highlight de l'action, mais on voit quand même c'est une transition rapide, Monroe qui fait une passe dans l'espace, surtout un peu dans le dos de Farrell et de Brandon Bye qui évoluent de la défensive du côté droit. Et je pense que c'est ce qu'on a discuté tantôt, à savoir la responsabilité était à qui dans ce débat-là, à savoir qui a mal fait sa couverture pour Sergio Santos prendre une frappe, évidemment, qui a été décisive. Alex, je pense que notre débat, c'était à savoir est-ce que c'était la faute du défenseur central ou du latéral qui a peut-être mal couvert son homme. Je te laisse poursuivre. Oui, effectivement, les passes en profondeur dans la course, dans cette fameuse intervalle entre le latéral et le central, en genre de diagonale vers l'axe. C'est la zone, tu sais, quand on dit souvent on doit jouer dans les intervalles, c'est la zone où personne ne sait est-ce que c'est le latéral qui doit y aller, c'est le central qui doit couvrir. Donc, c'est un moment d'hésitation, normalement. Ça donne des buts, comme celui de New England. Très belle finition de Sergio Santos, ça a dit, comme tu disais. La passe est sublime, mais on voit Farrell qui est sur les talons au lieu de suivre l'attaquant, de couvrir justement cette zone en profondeur. Et Sergio Santos, il en profite pour partir tout seul et finir pied gauche. Donc, selon moi, une erreur de marquage. Après, une passe lumineuse aussi. Hein. Ouais, effectivement, une passe très, très belle, mais aussi, je pense que tu peux montrer ce but-là à tout attaquant, un jeune attaquant de 15-16 ans pour lui dire, t'as vu, c'est comme ça que tu dois finir une action parce que Sergio Santos a été, mais vraiment extraordinaire sur cette finition-là. J'ai adoré ce que j'ai vu de son point de vue. Il a été très, très bon hier. Donc, voilà pour ce but-là. Sinon, écoute, un match où c'était... Même s'il y a eu beaucoup plus de tirs cadrés du côté... beaucoup plus de tirs cadrés. Il y en a eu 10, donc 5 de chaque côté. Dans le match, j'ai pas trouvé le match extrêmement entraînant. Après, il était pas ennuyant non plus, mais je m'attendais à un peu mieux. J'ai trouvé que la bataille s'est jouée comme d'habitude avec les matchs contre Philadelphie. Ça s'est joué au milieu de terrain. Puis Philadelphie a remporté la bataille du milieu de terrain. Puis c'est la clé de la victoire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, absolument. Surtout dans les matchs à élimination directe, on dirait que personne veut aller en premier, veut attaquer en premier ou veut se faire prendre sur un contre. Donc oui, je pense que ça joue beaucoup au milieu de terrain. Ça joue dans le fameux premier corridor, première vague de pression. Et souvent, les meilleures équipes qui ont le meilleur milieu, qui vont arriver à faire le plus de transitions défense-attaque, vont finir par remporter des matchs et être plus dangereux. On l'a vu avec Orlando, on l'a vu avec Philly. Donc, je pense que oui, c'est comme tu dis, ça joue beaucoup au milieu de terrain et le milieu de terrain de Philly est assez impressionnant. Parfait. Fred? Ouais, puis tu sais, tu disais, le match était assez sobre, mais c'est quand même, je pense, prévisible parce qu'on s'entend, Philadelphie, c'est pas une équipe qui va gagner avec ses joueurs offensifs, disons. Je pense que c'est une équipe qui va être excessivement forte en transition puis qui va subir la pression puis qui va tenir pendant un gros nombre de temps pour profiter des petites heures de concentration. Puis New England, pour moi, c'est une équipe qui pourrait être dominante offensivement, mais avec leurs 3 joueurs désignés, je trouve que c'est une belle combinaison. C'était pas le cas hier, donc je trouve que le résultat du match, un sobre 1-0 sur une action lumineuse qui quand même vient un peu de nulle part. Je pense que c'est exactement ce à quoi on devait s'attendre. Des formations présentes pour ce match-là. Je pense qu'un New England contre une autre équipe offensive, par exemple, on verra ce qui va se passer avec un Atlanta, par exemple, mais un LAFC et même éventuellement dans le futur, peut-être un Miami, je pense que ça va être des matchs hyper intéressants à voir.
comparativement avant ce que New England nous habituait, qui étaient des matchs très, très endormants. Et je pense que c'est ce que Philadelphie va nous donner cette année, mais avec les résultats et avec les 3 points à la fin. Ouais, ben moi j'aime bien les matchs de Philadelphie. D'habitude, je les trouve vraiment très 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 intéressants parce que le collectif est très très bien huilé. Et tu parlais un peu de Jim Curtin. Pour toi, c'était un peu l'année de la dernière chance. Je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que je trouve que sous Jim Curtin, l'effectif a tellement évolué. Puis c'est tellement positif de voir ce qui se passe avec Jim Curtin que je pense qu'il est un peu blindé, contrairement à quelqu'un comme Ben Olsen, que je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui comprend pourquoi Ben Olsen a encore son poste à DC United, par exemple. Donc, pour moi, Jim Curtin a quand même un poste assez solide du côté de Philadelphie. Donc, j'aimerais qu'on parle du meilleur et du pire joueur de ce match-là, les amis. Je vais commencer cette fois-ci. Comme ça, au moins, je vous aurai pas à chaque fois. Vous n'allez pas penser que je prends vos instructions puis j'essaie de tourner autour. Non, mais pour moi, le meilleur joueur du match, je l'ai dit, je pense, quand j'ai expliqué un peu ce match-là, José Martinez, la sentinelle du côté de Philadelphie, pour moi, a été... c'est juste pas normal combien il a aidé son équipe. Il a même aussi a eu 3 tirs quand même, donc offensivement il a quand même apporté, mais il a coupé tout ce qu'il fallait couper du côté du Revolution. Il a un peu éteint Gustavo Bou pour moi. Et c'est mon pire joueur du match, c'est Gustavo Bou. C'est pas un joueur, je vais pas dire qu'il a eu un mauvais match, qu'il a jeté à la poubelle, non. Mais sauf que c'était à lui de prendre contrôle de ce match-là. Ouais. C'est lui le joueur désigné. C'est lui le joueur qui est supposé faire la différence pour son équipe. Malheureusement, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez bon hier et c'est pour ça que je choisis comme pire joueur du match. Alec, tes joueurs? Tu m'as presque convaincu avec Martinez, honnêtement. Quoique j'ai un petit faible pour Montero. Sa passe, elle est tout simplement exceptionnelle. Sa passe, pour moi, c'est un but. Il a vu que Farrell était deux pas au mauvais endroit et il a mis la passe qui donne le but, là, mais parfaite. J'ai allé avec lui juste parce qu'il était décisif, juste entre guillemets. Et le pire joueur, c'est vrai que Bou aurait dû faire la différence, il l'a pas fait. Après, Martinez, il fait quand même un grand match aussi, donc on peut le mettre, on peut mettre ça aussi en compte. Farrell, son erreur pour moi, elle est impardonnable contre un défenseur central, donc j'ai envie de le mettre à lui parce que c'est une erreur tellement facile à éviter, puis il n'y a tellement pas de raison de faire cette erreur-là. Il y a un appel dans son dos, il couvre personne, il est juste dos aux 2 appels derrière lui. Il fait face au ballon qui est à 10 mètres devant lui. Donc, peu importe ce qui va arriver, il n'est pas au bon endroit. Et pour moi, il perd le match là-dessus. Donc, pour moi, c'est une erreur vraiment catastrophique. Là, tu peux pas faire ça à ce niveau-là. Fred? Pour moi, meilleur joueur de ce match-là, j'hésite entre Montero et Blake. Je vais aller avec Blake. Pour moi, fait les arrêts nécessaires pour permettre à son équipe de rester dans le match et d'aller chercher, dans le fond, la victoire. C'est vrai. Le pire joueur, pour moi, comme Alec l'a bien mentionné, Farrell, moi, je le trouve. Pour moi, c'est le même genre de joueur qu'un Colin Warner. Je comprends même pas comment ce gars-là est pro. Pour vrai, honnêtement, Buchanan, je l'ai pas trouvé bon non plus. Mais je vais y aller avec Farrell parce qu'il faut que je sois conséquent. Et a dit, juste pour terminer mon point avec Jim Curtin, c'est pourquoi je pense que c'est l'année de la dernière chance. Ça fait déjà 6 ans qu'il est là. Je trouve qu'il n'y a pas eu des saisons nécessairement toujours convaincantes. Résultat en série mitigé. Et sa fiche 207 matchs, il y a autant de victoires que de défaites. Donc, mais regarde. Je trouve qu'on a la mémoire courte. On pense seulement à ce qui est arrivé dans les derniers, disons, 18 mois. Mais après, il faut des résultats. Il faut des participations en série où on va loin. Et je trouve pas que il a donné ça pour l'instant à sa franchise. Mais bon. Moi, je regarde un peu. Regarde, quand il est arrivé, Philadelphie, c'était vraiment le fond du peloton. Ils étaient nuls, mais vraiment nullissimes. Les 2 premières années, il a mis en place sa façon de faire. 3e année, il fait les séries. Bon, 4e année, ça va pas très bien. 5e année, il refait les séries. Et l'année passée, il arrive en demi-finale de conférence. Donc, il y a quand même une courbe qui est complètement ascendante. Et pour moi, tu commences par une équipe qui était vraiment pas là, hein, vraiment qui
pire que cette équipe-là, il n'y avait pas. Hein. Tout le monde se moquait un peu de l'Union depuis qu'ils ont rejoint l'équipe, la Ligue en 2010. Donc bref, je sais pas. Pour moi, je trouve qu'il a beaucoup plus de chance à ce qu'on lui fasse confiance malgré. Même si jamais il fait les séries, je pense que c'est fini. Il n'y aura pas de problème. Il n'aura pas besoin de gagner la MLS contrairement à d'autres. Donc voilà. C'est sûr. Donc voilà les amis. Ben écoutez, Fred, Alec, merci beaucoup d'être venus ici au podcast quotidien de MLS is Back pour Culture Soccer. Vous pouvez dire à nos éditeurs comment ils peuvent vous rejoindre sur Twitter ou bien sur d'autres plateformes? Ouais, sur Twitter, moi personnellement, Alec Baramba Vendano. Sinon, avec Fred, on recommence nos podcasts à chaque semaine. On fait souvent des lives sur Twitter. On le remet après sur Spreaker, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur toutes les plateformes, en fait. Mais ouais, nous, personnellement, moi, j'adore parler beaucoup soccer sur Twitter surtout. Mais Lopo Vendano, le podcast. Ouais, excellent podcast, surtout pour les fans de l'Impact de Montréal, mais aussi les fans de foot européen, parce que vous couvrez beaucoup le foot européen aussi, ce qui est très intéressant. Fred, comment on peut te rejoindre? Comment nos éditeurs peuvent te rejoindre? Ben écoutez, pour ma part, je ne suis pas hyper actif sur les sociaux parce qu'à chaque fois, ça crée des problèmes. Donc, je vous conseille de suivre le compte d'Alec qui partage principalement mes opinions aussi. Je trouve que c'est une bonne tête de foot et c'est pour ça que c'est mon compère de toujours. Et puis, je vous invite aussi à suivre tous les projets d'Adi si ce n'est pas fait. Et puis, tout le contenu qui est généré, que ce soit n'importe qui, allez écouter ça. Je pense que c'est important pour la culture soccer à Montréal et au Québec. On en a besoin. Il y a des gens qui sont passionnés qui veulent vous parler de ça. Donc, allez-y, écoutez, partagez et commentez si vous avez une opinion. Donc, merci de nous avoir écoutés. Ça fait plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode du podcast MLS is Back pour Culture Soccer en présence de Lopo Avendano. Merci encore à vous deux et à une prochaine fois et à demain pour les auditeurs pour un nouvel épisode de ce podcast. Culture Soccer.